Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur le métabolisme toujours, hein. On poursuit dans la lancée de la première vidéo, de la deuxième vidéo sur la mitochondrie que je viens de tourner. On est toujours dimanche matin, tout va bien, j'ai le temps, je fais de la biologie, tout va bien. J'espère que pour vous ça va toujours. Pour ceux qui sont en prépa, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur si vous êtes en première année, deuxième année, etc. N'hésitez pas surtout à échanger. Moi, je peux répondre par mail, etc. Avec mon expérience de cube entre guillemets. Hein, je dis pas que je suis omniscient, mais j'ai un peu plus de recul sur les choses, sur la préparation au concours, etc. Donc surtout, n'hésitez jamais à me contacter. Moi, ça me fera super plaisir de vous aider. Ou dites-moi en commentaire dans quelle prépa vous êtes, ou même si vous n'êtes pas en prépa, hein, n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, on est parti toujours, vous êtes toujours avec moi pour le métabolisme. Cette fois-ci, chloroplastique, donc on va parler de la photosynthèse. Alors je sais pas trop comment ça se passe avec le nouveau bac, etc. Pour ceux qui font de la SVT, ceux qui en font plus, mais moi j'avais commencé à parler de photosynthèse en terminale. J'étais en SPSVT, donc là j'imagine que ceux qui prennent SVT ils doivent sûrement le faire en terminale aussi. Ceux qui en prennent pas, je sais pas si vous connaissez déjà la photosynthèse. Mais en tout cas, je suis là pour vous aider à faire le lien entre les propriétés du chloroplaste, l'origine des chloroplastes, la chaîne photosynthétique, et voilà, tout ce qui peut paraître à premier abord compliqué, effrayant et peu intéressant. Je vais essayer de rendre ça super clair et intéressant. On va essayer de progresser ensemble. On a 15 minutes de vidéo pour vous familiariser avec la photosynthèse. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur la mitochondrie, vous verrez que en fait j'ai structuré la vidéo sur le chloroplaste de la même manière, vraiment, c'est le même schéma d'endosymbiose, etc. Oula, pardon, on a un petit problème. Hop, on revient, donc on va commencer par rappeler la structure du chloroplaste. Donc c'est un organite à deux membranes. Donc vous voyez bien qu'il y a la membrane externe, l'espace intermembranaire et la membrane interne. Donc là j'ai pris un schéma en 3D qui est très stylé sur Wikipédia. Bon, évidemment, sur vos copies, vous faites pas ça, vous faites un schéma en 2D, bien à plat, facile, rapide, pour éviter de perdre du temps. Donc, les deux membranes sont de composition différente. Et ça, c'est très important sur l'origine des chloroplastes. On remarque que la membrane externe, c'est majoritairement une composition lipidique, avec de nombreux canaux pour faire passer de l'ATP, des NADH+, des coenzymes A, etc. Quand on fait des analyses de la composition de la membrane externe, on se rend compte qu'elle est assimilable à une membrane cellulaire, en fait, une membrane vésiculaire. Donc elle serait d'origine cellulaire, tandis que si on analyse la membrane interne, on a plutôt une composition proche de celle des bactéries. Et en fait, c'est la théorie de l'endosymbiose qui peut expliquer cette différence de composition, donc établie par Schimper en 1883. Alors, si vous arrivez à retenir Schimper 1883, c'est quand même assez intéressant parce que ça permet de rajouter un petit plus, quoi, un petit peu plus de profondeur à vos connaissances, à votre culture en biologie. Et l'endosymbiose primaire s'explique comme en prenant un prokaryote ancestral, donc ça c'est il y a des milliards d'années, et qui par repliement de la membrane plasmique peut internaliser une bactérie aérobie, donc dans le cas de la mitochondrie, et une cyanobactérie, donc ce qui nous intéresse ici, qui va devenir en fait un chloroplaste au fur et à mesure des années et du maintien de cette internalisation. On a formation et création entre guillemets d'un chloroplaste où la membrane externe sera vésiculaire, donc de composition assimilable à celle expliquée avant, et la membrane interne sera la membrane originelle entre guillemets de la cyanobactérie. Alors comme autre élément important dans la composition du chloroplaste, on a les thylakoïdes, donc en fait qui sont des petits sacs internes, qui sont aussi composés d'une membrane. Donc on voit ici, ils sont entourés d'une membrane, et l'intérieur s'appelle le lumen. Et la chaîne photosynthétique va se dérouler en fait sur cette membrane thylakoïdale, donc qui est strictement imperméable aux protons, donc qui va être cette propriété elle va être indispensable à la mise en place du gradient de protons en fait qui a lieu lors de la photosynthèse, lors de la chaîne photosynthétique. Donc le lien entre la structure, les propriétés de cette membrane et les conséquences métaboliques est à établir dans les sujets est important à retenir en fait, parce que c'est cette propriété, donc cette structure membranaire,
qui permet la chaîne photosynthétique en fait. Donc ce chloroplaste va être l'organite qui va être responsable de la photosynthèse, donc chez les plantes, chez les fabacées. Je pense que maintenant avec le nouveau programme, l'exemple type étudié chez la plante c'est les fabacées. Donc voilà, la photosynthèse, les fabacées sont grâce au chloroplaste et par des travaux donc de nombreuses personnes, hein. Il y a de nombreux biologistes qui ont travaillé sur la photosynthèse comme Engelmann ou Ruben, qui ont mis en évidence une phase photochimique et une phase non photochimique. Donc l'objectif de la vidéo c'est d'expliquer la phase photochimique, donc la chaîne photosynthétique. Après si vous voulez des explications sur la phase non photochimique, ça pourra suivre dans une seconde vidéo. Il n'y a aucun souci, dites-le en commentaire, et je me chargerai de vous expliquer cela. Donc on peut passer au schéma attendu de la chaîne photosynthétique, n'ayez pas peur, hop, la voici. Bon alors, elle est un peu plus compliquée que ce qu'il faudrait savoir faire. D'abord pour simplifier le schéma, on peut rassembler PS, donc ça veut dire photosystème, on peut rassembler photosystème 2 et l'antenne, en fait on peut faire un seul bloc, pareil ici, et après on a déjà un schéma un peu plus simple. Bon, alors, je sais pas si cette chaîne vous fait peur, mais globalement, le schéma est quand même à savoir refaire. Et notamment, savoir le faire de manière fonctionnelle, donc il faut que le schéma raconte une histoire en lui-même et que un lecteur qui lit ce schéma soit capable de le comprendre. Bien sûr, hein, il faut quand même qu'il y ait un minimum de base en biologie, mais il faut que le schéma soit compréhensible d'un aspect extérieur. Alors, pour démarrer, on va pouvoir expliquer le fonctionnement des photosystèmes qui sont séparés en deux parties, donc c'est pour ça qu'il y a deux parties sur le schéma en fait. Il y a l'antenne, donc ce qu'on appelle aussi l'antenne collectrice, et le centre réactionnel. Alors l'antenne collectrice, on va voir des caroténoïdes en premier, entre guillemets si on fait un ordre chronologique. La lumière va d'abord toucher les caroténoïdes, les carotènes, hein, le pigment carotène, la chlorophylle B, puis la chlorophylle A dans le photosystème, dans le centre réactionnel, parce que le photosystème c'est bien l'ensemble. Le photosystème c'est composé à la fois de l'antenne et du centre réactionnel. Donc cette lumière va exciter de proche en proche les carotènes, puis la chlorophylle B, jusqu'à arriver à la chlorophylle A. En fait, cette paire de chlorophylle A, elle a un nom spécial, la P680, donc 680 pour 680 nanomètres, et celle-ci P700. Donc, ces noms, ils sont issus des travaux de Emerson, donc E2M-E-R-S-O-N, qui a travaillé sur le rendement de la chaîne photosynthétique, en fonction de la taille de la longueur d'onde, donc entre 0 et 800 nanomètres, et il a montré une coopération, en fait, entre ces deux photosystèmes qui offrent, en fait, un rendement maximal de la photosynthèse pour une lumière blanche, donc comprenant à la fois 680 et 700 nanomètres. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Emerson, et c'est à savoir, c'est un des attendus de la chaîne photosynthétique. Maintenant que je vous ai expliqué le fonctionnement de l'antenne, des centres réactionnels et l'effet Emerson, on va pouvoir enfin expliquer cette fameuse chaîne photosynthétique que vous avez tant hâte de découvrir ou de comprendre ou de revoir. Bref, la chaîne photosynthétique. Donc une fois que cette lumière elle a excité les carotènes, la chlorophylle B et la paire P680, cette paire P680 qui est initialement dans un état fondamental va passer dans un état excité, comme elle a reçu de l'énergie. Et spontanément, la nature elle cherche toujours l'état d'équilibre, donc cet état excité va redescendre en fait, la P680 elle va redevenir à l'état fondamental, mais pour ça elle va devoir céder un électron. Et elle cède un électron à la plastoquinone. Donc c'est un transporteur d'électrons qui est lui liposoluble, donc comme on a vu dans la chaîne respiratoire, qui va pouvoir diffuser à travers la membrane en fait. Donc cette plastoquinone, elle va diffuser jusqu'au cytochrome B6F, où les électrons de la chlorophylle A vont être cédés. Et cette réaction exergonique, donc on verra par la suite le lien avec l'oxydoréduction, cette réaction va permettre le couplage avec la réaction endergonique du passage des protons à travers la membrane. Donc on a ici un exemple de couplage de réaction exergonique et de réaction endergonique.
Ces électrons vont ensuite être captés par la plastocyanine, qui elle est hydrophobe, donc va diffuser à l'extérieur de la membrane, jusqu'à arriver au photosystème 1. Si on met en pause notre parcours pour l'instant, donc de la plastocyanine, juste avant qu'elle arrive au photosystème 1, on a eu aussi de la lumière qui arrivait sur le photosystème 1. Donc une fois de plus, carotène, chlorophylle B et la paire P700 cette fois-ci qui est excitée, et qui cède elle son électron au complexe ferrodoxine et ferredoxine NADP réductase qui va en fait du coup réduire du NADP+, et former des pouvoirs réducteurs. Donc on a ici une chlorophylle A qui en manque d'électrons en fait. Et il faut régénérer cette chlorophylle A qui est sous forme P700+, vu qu'elle a cédé un électron. Elle a perdu un moins, donc elle est plus. Et c'est justement cette plastocyanine qui arrive, hop hop hop, et elle redonne les électrons qu'elle a eu de la paire P680, c'est mieux 680, et elle les rend à la paire P700+, qui redevient cette fois-ci P700. Donc on a bien une collaboration entre les deux photosystèmes. Et comme celle-ci, elle a aussi donné des électrons, elle est passée P680+. Et c'est là où intervient le complexe Z, donc de photolyse de l'eau. On va avoir une oxydation d'une molécule d'eau, donc H2O, qui va donner en fait des électrons à la paire P680+, pour la faire repasser P680. Et ainsi, on a une régénération de la paire P680 et de la paire P700, et on peut refaire un cycle autant qu'on a de molécules d'eau. En fait, tant qu'on régénère les paires P680, tout va bien. Donc, un résumé rapide de cette chaîne photosynthétique, j'espère que j'ai été clair dans mon explication. C'est la lumière qui tape à la fois photosystème 2 et photosystème 1, donc par résonance, la paire P680 devient P680+, en cédant un électron, et P700 devient P700+, en cédant un électron à la ferredoxine et NADP réductase, qui forment des pouvoirs réducteurs. On a donc besoin de régénérer ces paires P680 et P700. Alors la paire P680 elle est régénérée par le complexe Z de photolyse de l'eau, qui libère 2 protons. La plastoquinone récupère cet électron, passe par le cytochrome B6F, qui lui fait passer 4 protons, grâce au couplage réaction hexergonique-endergonique. La plastocyanine arrive, récupère ces électrons, et paf, elle régénère la paire P700. Donc on a bien régénération des deux photosystèmes par coopération, et passage de 6 protons pour une molécule d'eau photolysée. Ce gradient transmembranaire de protons va être à l'origine d'une force proton motrice qui va pouvoir, à travers l'ATP synthétase, devenir une force chimique sous forme d'ATP. Donc on a bien un couplage ici photo-osmotique parce qu'on a la lumière initialement qui est à l'origine d'un gradient de transmembranaire de protons, et avec l'ATP synthétase, ou l'ATP synthase, comme vous voulez, on a cette force osmotique qui devient une force chimique, donc on a un couplage osmo-chimique. On peut désormais faire le lien avec l'oxydoréduction. On a un diagramme qui, en descendant, on a une augmentation des potentiels thermodynamiques. Donc ce diagramme met en évidence que lors des réactions dans les photosystèmes, on a des réactions endergoniques parce que les potentiels redescendent, c'est bien négatif ici, hop, pareil ici. Donc entre les photosystèmes, c'est bien des réactions exergoniques. Donc c'est pour ça qu'entre le photosystème 2 et le photosystème 1, on a une réaction exergonique, donc le couplage endergonique est possible pour le passage des protons. Donc c'est le lien avec l'oxydoréduction qui est à ne pas négliger en fait, à savoir expliquer le lien entre les réactions exergoniques et endergoniques. On peut retenir de cette vidéo le schéma de la chaîne photosynthétique et le précédent avec l'oxydoréduction qui sont importants de savoir refaire dans les copies ou en colle. Il est aussi important de reconnaître les noms des photosystèmes ainsi que les longueurs d'onde pour les études de documents par exemple, et l'effet Emerson, donc qui a été établi dans les années 1950, et dans un dernier temps, le lien entre la composition des membranes externes et internes du chloroplaste et la théorie de l'endosymbiose de Schimper en 1883. Et voilà, on a fini cette vidéo sur le chloroplaste et la chaîne photosynthétique.
J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a bien aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire.